Bonjour Georges. Bonjour Pedro. Alors pour une fois, c'est moi qui tiens à m'excuser puisque Ouais, pour une fois, mais sérieusement, pour une fois. c'était moi qui étais en retard. Non, non, toujours en retard. Non, c'est prouvé scientifiquement que c'est toi qui es tout le temps en retard. Hem, alors, très rapidement, on va enchaîner, les sujets et donc le premier sujet, c'est les déclarations, d'Ursula von der Leyen, au forum de Davos. Alors, je suis désolé, je vais pas partager, il y a eu tellement de déclarations dans tous les sens, mais surtout, ce qu'on note, c'est la main tendue à l'Inde et à la Chine parce que ça semble trembler à cause du retour de Trump. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bien, ce qui est intéressant, c'est de voir les dirigeants européens, Ursula von der Leyen en tête, s'agiter désespérément et ne pas savoir réellement quoi faire dans la situation où ils se retrouvent, à savoir que Donald Trump a été élu et que pour eux, absurdement, il est nazi et c'est l'horreur totale. Mais ils savent très bien, en fait, que c'est l'horreur totale, non pas parce qu'il est nazi, mais parce que Donald Trump va faire exactement ce qu'ont fait les précédents présidents américains, mais sans y mettre les formes, sans mettre les petits fours sur la table, sans avoir les Ferrero Rocher, sans le champagne. Ça sera brutal, dur, à l'eau froide. C'est-à-dire l'asservissement, la continuation et l'accélération de l'asservissement de ses alliés occidentaux de l'OTAN, et spécifiquement les Européens. On voit de quelle manière ils traitent déjà le Canada. Le Groenland est considéré par l'équipe Trump dans leur poche. Et les dirigeants européens, dont la plupart sont atlantistes, dont la plupart, comme Emmanuel Macron, von der Leyen, ont passé énormément de temps aux États-Unis, ont été Young Leaders, ont été au German Marshall Fund, ont été à l'Atlantic Council, qui ont truffé toutes les instances d'États membres de l'Union européenne, toutes les instances de l'Union européenne, de personnel, de hauts fonctionnaires qui ont été à l'Atlantic Council, qui ont été au German Fund, qui ont été Young Leaders. Ils ont truffé toutes leurs administrations de conseillers McKinsey et ainsi de suite. Et c'est évidemment une catastrophe. Et donc, on a cette pauvre Madame von der Leyen qui, depuis Davos, joue à la matamor. Elle dit il faut qu'on résiste à la Chine, mais après, juste après, et en même temps, hein, comme dirait Macron, propose un partenariat spécial à la Chine. Et puis dit qu'elle va faire attention, il faut faire attention à ce que ce que vont faire les États-Unis de Donald Trump, et qu'il faut que l'Europe se renforce. Emmanuel Macron, évidemment, lui renvoie la balle en reparlant à nouveau de son programme initial, à savoir la souveraineté européenne, un peu plus de souveraineté européenne, encore de la souveraineté européenne, de la défense européenne. Il faut que l'Europe se ressaisisse. Mais en fait, l'Europe n'a aucun moyen institutionnel de réagir face à l'offensive américaine, et pas plus les moyens économiques. Et donc, ça va être très très dur, mais c'est quand même, ça va être dur pour nous tous, mais c'est quand même amusant de les voir s'agiter de cette manière. Mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure avec notre invité François Coq, qui est un fin analyste de ce qui se passe dans l'Union européenne. Mais alors pourquoi cette main tendue justement? Parce que, Chine, Inde, c'est un peu, le hic de BRICS. Mais Heu, elle s'en est pas rendu compte. Ils sont tellement débiles qu'ils pensent que c'est, je sais pas, que c'est l'URSS et que la Russie domine tout ça, alors que c'est pas le cas. S'il y a quelqu'un qui économiquement domine les BRICS, c'est évidemment la Chine, avec l'Inde qui monte en puissance, et qui sera la Chine dans 20 ans. Bref, l'Union européenne, par sa faute, par stupidité néolibérale de ses dirigeants qui, depuis 30 ans, ont sabordé son industrie, par la stupidité atlantiste de ses dirigeants qui l'ont inféodé à Washington, s'est coupé tous les moyens d'agir et de peser dans le monde. On est pour leurs pieds et poings liés. Donc oui,
Soit ils font semblant de pas s'en rendre compte, soit ils sont vraiment bêtes. Mais alors je vais le répéter, hein, justement, peut-être que Donald Trump est une opportunité pour nous de se réveiller et de couper les ponts. Peut-être que c'est ce qu'on a besoin justement. On a besoin d'une Amérique décomplexée qui, comme tu dis, ne met plus les petits fours, que les gens réalisent que non, c'est pas notre allié. C'est ce dont on a besoin, très exactement. Donc Enfin, attention, hein, nous, on n'en a pas besoin, nous, on est un peu au courant depuis longtemps. Non, mais oui. pour que d'autres, oui, d'autres, se réveillent. Mais l'addition, va être sévère et puis, en fait, malheureusement, la réalité, heu, c'est que ça va d'abord nous coûter très, très cher. Car, avant que de changer le cours des choses, ce qu'ils ont fait des États européens est catastrophique. Donc on a madame von der Leyen quand même depuis Davos, semble ne pas se rendre compte que l'énergie est beaucoup moins chère aux États-Unis, pour les entreprises qui y travaillent, qu'elle est beaucoup moins chère en Chine, évidemment beaucoup moins chère en Russie, qu'elle est beaucoup moins chère en Inde. L'endroit où l'énergie est la plus chère, c'est en Europe. Et c'est en plus la zone la plus ouverte à la mondialisation. Ça ne peut que mal terminer. Il n'y a aucune logique à ce qu'un entrepreneur, dans le cadre européen, dans le cadre des traités de libre-échange et dans le cadre des coûts de l'énergie, il n'y a aucune raison logique qui maintienne son entreprise en Europe. Aucune. Ou éventuellement dans des pays à bas coût, mais c'est pas bon signe, ni pour l'Allemagne, ni pour la France. Alors franchement, je te trouve de mauvaise foi. On a des très bons fromages. Les fromages aux États-Unis sont dégueulasses. Mais Ceux qui aiment le fromage ne peuvent j'ai pas pas aller dit qu'on fait habiter pas de là-bas. bonnes choses. Je te dis que si les États-Unis mettent une taxe de 25% sur l'Europe, eh ben voilà, ça sera 25%. Et que les moyens de rétorsion européens n'existent pas. C'est un fantasme dans la tête de Madame von der Leyen. Mmh. Toute l'Union Alors, européenne a été ouais, construite pour être inféodée aux États-Unis. Ils contrôlent la moitié des systèmes d'armes européens. Toute une partie on en a parlé ici, des avions, des drones, des systèmes d'armes le bouton on/off est à Washington, au Pentagone, et pas ailleurs. C'est incroyable, mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc il n'y a aucun levier d'action, rien. alors Georges, on va parler de justement, on va continuer sur les États-Unis. Il y a une lettre qui, je pense, restera, dans l'histoire. Lettre laissée par, Joe Biden, à Donald Trump. Ah, ça m'a énervé ça. Quand j'ai lu ça, j'ai Exactement. eu du mal. Alors, moi, je pense qu'il faut du respect pour nos seniors et que Joe Biden, n'ayant plus toute sa tête, je pense qu'il croit aux fables qu'ils ont eux-mêmes construits. Mais Non, je effectivement, pense pas que c'est Joe Biden qui l'ait écrite, mais c'est pas grave, peu importe. C'est la voilà, parole officielle du président des tout à États-Unis et je fait. Dans refuse. cette lettre, on Mais y je dit: refuse, «Les Pedro. peuples», ouais, Je «les refuse peuples du monde totalement, entier», Pedro. vas-y? Stop. Je refuse totalement de considérer que cette lettre-là est écrite sous cette forme-là parce que Biden serait sénile. Ce n'est pas le cas du tout. C'est Mais je la sais, ça s'appelle vision un sarcasme. américaine. Oui, mais le sarcasme n'est pas toujours au bon endroit. Tu as Alors remarqué, je suis un peu remonté, donc alors moi, j'ai remarqué qu'on avait des poutinolâtres là, qui font l'apologie du Québec. Donc non, mais ici, c'est super le Québec, il y a des super fromages, je suis bien d'accord. non, je suis désolé. Moi, je suis soit pour l'annexion du Québec à la France, soit pour l'indépendance du Québec. Allez, vive le Donc Québec libre. pour en revenir, donc tu as fait un post assez long, sur Facebook, mais surtout, dans cette lettre, c'est cette phrase et je pense qui t'a fait réagir: «Les peuples du monde entier comptent sur cette Maison Blanche pour assurer la stabilité dans les inévitables tempêtes de l'histoire». C'est-à-dire qu'on est encore dans la doxa, les États-Unis gendarmes du monde, alors qu'on est nombreux à savoir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est presque à l'origine de toutes les guerres, de tous les coups d'État, de toutes les saloperies qui s'est passées dans le monde, eh ben, c'est les Nord-Coréens. Non, eh ben non, raté, c'est les Américains. Donc, est-ce que tu on va dire, on est dans un révisionnisme total de toute façon. Heu, je le vois là, c'est assez intéressant sur X parce que justement,
maintenant qu'il y a quasiment plus de censure, on trouve maintenant des gens qui disent que Bandera était, un gentil communiste qui, pro-nationaliste, qui n'avait rien du tout et pas du tout sacrifié de juifs et cetera. À la limite, c'est lui qui les a protégés. Bref, on ça devient n'importe quoi. Donc bon, que des gens, pensent que les Américains, c'est la paix. Oui, c'est Je sais même plus c'est quoi c'est dire. c'est violemment, agaçant, en fait, bon, que le président des États-Unis qui part et celui qui vient utilise cette propagande, on va dire que c'est bien normal de leur part. Mais ce qui est incroyable, c'est que les États-Unis, ne marquent pas, nos élites et nos élites, en particulier politiques, intellectuelles et médiatiques. Donc ce que j'ai écrit dans le post que j'ai écrit, Mmh. c'est un rappel factuel. Les États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, interviennent tous les 2 ans quelque part sur la planète. Le total de morts, dus directement et indirectement, aux États-Unis se compte en millions et en millions. Par exemple, tout un tas de gens ne sont pas au courant de la répression en Indonésie du parti communiste, en Indonésie et des populations, paysannes. CIA plus le régime indonésien, 1 million de morts, rien que ça. C'est, le pays qui a le record de renversement de gouvernement de Mossadegh en 1953 en Iran à, Allende en 1973, au Chili, au coup d'État, en Ukraine en 2014. Partout, alors j'en prends que 3, mais il y a énormément de coups d'État. Ne parlons pas des assassinats politiques. Toi, Pedro, qui est moitié, latino-américain, puisque tu es moitié brésilien par ton père, tu sais très bien quelles ont été les actions des États-Unis avec, la doctrine Monroe et les opérations Condor l'opération Condor pendant les années 60-70, la mise en place de dictatures au Chili, en Argentine, au Brésil, euh, au, Partout. Honduras, en Bolivie. J'ai mis la photo de Hugo Banzer, personne connaît qui est ce triste personnage, Hugo Banzer, de Bolivie. Les massacres abominables au Salvador, au Honduras, les Contras, enfin, la liste est quasiment infinie. Ne parlons pas des 800 bases militaires des États-Unis dans le monde, plus les bases secrètes de la CIA. On se souviendra de la catastrophe qu'ils ont fait en Afghanistan en saisissant, en capturant des gens, pour la plupart innocents. Alors, parfois, ils tombaient sur des terroristes, évidemment. C'est un peu comme le KGB à l'époque de l'URSS. De temps en temps, ils tombent sur des gens coupables qui vraiment agissaient contre l'URSS, mais la plupart du temps, c'est des innocents qui ont été emmenés dans des prisons secrètes, y compris sur le territoire européen. La Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la Pologne qui avait accepté, en toute état, en connaissance de cause, des prisons secrètes de la CIA où on torturait, où on mettait les gens en orange, après on les emmène à Guantanamo. Enfin, c'est sidérant. Euh, et puis ne parlons pas de l'économie mondiale. Un certain Bill Clinton, soi-disant le meilleur président des États-Unis pour ceux de gauche, est celui qui a cassé le Steel Glass Act, c'est-à-dire qui a cassé la séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. C'est une des causes directes de la crise de 2008, qui est une déstabilisation généralisée et que les États-Unis et l'Occident n'a pas su contrôler. D'ailleurs, on le sait peu, mais on en reparlera bien sûr d'autres fois plus en détail, mais la naissance des BRICS est due à la surprise totale des dirigeants russes et chinois et indiens de se rendre compte que les États-Unis n'étaient pas capables de juguler la crise qu'ils avaient créée. Alors, Financière. parler d'un pays qui serait celui qui assure la stabilité dans le monde, c'est quand même sidérant. Alors, je tiens à préciser que dans ce que tu as lu, la Maison Blanche, c'est ma traduction, puisque dans le texte en anglais, c'est This House, avec un Ouais. H majuscule, mais c'est The White House, et on comprend dans le contexte qu'il s'agit de la Maison Blanche, et donc bien sûr du président des États-Unis. Mais j'ai traduit, non pas littéralement, mais pour que ce soit compréhensible. Alors juste parce que j'aime bien les chiffres,
j'ai demandé à 3 intelligences pendant qu'on parlait, à 3 intelligences artificielles américaines, hein. Comme ça, on peut pas dire que le truc soit, ouais, tu vois? C'est pas Yandex à qui je demande. Le bilan des morts dans les conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale par les Américains, ça va dans les estimations, donc de 23 millions à 47 millions de personnes, juste pour les conflits armés, hein, on compte pas les coups d'État, dans au moins 28 pays. Ça va. Mais vraiment, encore une fois, ce qui est étonnant, je vois, bon, C'est à peu près le coût de la Deuxième Guerre mondiale, hein, il y pour en a que les beaucoup gens aient une idée. qui réagissent, su effectivement, coup d'État en Ukraine, on en a parlé, heu, bon, Jean-Pierre Leroux nous dit que si Clinton adorait le cigare. Bah, c'est vraiment pas le pire des trucs qu'il ait fait, hein. C'était Franchement, pas Monica? on préfère qu'il aime bien les cigares plutôt que d'aller faire la guerre, au Kosovo, d'intervenir en Somalie, et de, ravager l'économie mondiale. Enfin bon, heu, son amour des cigares et son plus petit péché, on va dire. On ne parle même pas de ce qu'ils ont fait à Haïti avec sa femme. C'est horrible ce qu'ils ont fait à Alors, Haïti. Mais bon, mais ce qui est, encore une fois, ce qui est sidérant, c'est que ça n'imprime pas, en fait. C'est que réellement, énormément de notre élite politique et intellectuelle considèrent que les États-Unis, c'est ce pays. En fait, ils vivent dans les séries américaines. Elles sont super d'ailleurs. La littérature américaine est géniale, mais ça n'est pas le gouvernement des États-Unis. Ce sont deux Amériques totalement différentes. alors, Et c'est ça qui est fou. je vais me permettre de répondre à un commentaire de Simon, Nabessi, alors qu'il parle de deep state, CIA et cetera. Tout ça n'a jamais été caché. Les Américains ne se sont jamais cachés de faire, de l'ingérence. C'est ça qui est assez dingue. Là, on parlerait comme si c'était un complot. Non, c'est pas un complot. La doctrine Monroe, ça a 200 ans. C'est Bon, l'Amérique aux Simon États-Unis. Nabelsi a l'air de bien aimer Trump et Poutine, et c'est pas grave. Par contre, je préfère le commentaire de Lou Guy. Lou Guy, vive la France libre, vive la France non alignée, vive la France insoumise, et vive le Québec libre. Et Et lui, vive on le a un Canada insoumis. libre et On a des décolonisé. publics, on a un public très très différent. Donc on a un insoumis et on a un pro-Trump. Ah, bon, ça c'est extraordinaire. Bon, dans tous les cas, alors, avant de ou peut-être le sujet on garde après, mais j'avais un Ah, dernier mais sujet avant qu'on passe à Jean-Pierre Leroux, il y a Coq. aucun, Jean-Pierre Leroux, écoute, d'accord les gars, mais combien de morts chez Staline, Mao, Pol Pot, entre autres? Aucun problème. C'est pas pour dire il y en a pas chez les autres. Et l'URSS a disparu. Il y a une critique de ce régime qui a été faite, même si certains continuent à adorer Staline dans la Russie actuelle, mais c'est pas le même pays. Les États-Unis, c'est le même pays, c'est la même constitution, c'est le même système politique de ceux qui ont fait un génocide contre les Indiens réussi, qui ont cassé tous leurs accords avec les Indiens, d'Amérique, de chez eux, avant d'embêter le reste de la planète. Le Pol Pot, c'est abominable ce qui s'est passé là-bas. Parlons pas des millions de morts de la révolution culturelle de Mao. Aucun souci là-dessus. Et on le retient bien, ça. Ce qui est incroyable, c'est de ne pas rendre aux États-Unis ce qu'ils font eux aussi. Ah, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que Mao, il s'en prend aux Chinois. C'est-à-dire que c'est des conflits intérieurs. Mao n'est pas allé envahir, le Turkménistan ou la Bolivie. Les États-Unis, vont bien au-delà de leurs frontières proches. Donc heu, donc bon, c on est effectivement on peut dire, il y a un contexte un peu particulier, par rapport aux gens que Jean-Pierre Leroux, cite, mais on est dans une différence. Or, si on prend les actes dégueulasses, les dégueulasseries que les États-Unis ont fait contre leur propre population, qui sont, on va dire, qui peuvent être assimilés aux crimes du stalinisme et cetera, il y en a. Par exemple, je vais juste citer les massacres de Tulsa qui ont existé, où il y a des centaines de milliers de du moins centaines, des milliers de morts parce que noirs et cetera, qui ont été épurés. Voilà, ça fait partie des choses qu'on a vite oubliées. Donc les Américains, sont pas en reste non plus, contre leur propre, population. Bienvenue Pedro, bon retour. On n'a rien entendu à ce que tu as dit. Vous m'entendez pas? Mais ça y est, maintenant, on t'entend.
Je pense, parce qu'on a quelqu'un en régie qui a dû toucher, les boutons Tripati, pendant il est écrit: «Théoricien de république souveraine». Ouais, non, c'est remarquable, vraiment une très, très belle analyse, François Coq, heu, je le connais depuis longtemps, pour ceux qui ne sauraient pas, nous avons été ensemble, responsables et dirigeants du parti de gauche. Lui, il en a été même le secrétaire général et il a toujours été quelqu'un qui a eu une capacité d'analyse lucide très, très poussée. Un de ceux qui a également, depuis très longtemps, décortiqué très en détail, ce qui se passait, ce qui se tramait, à l'Union européenne dans l'Union européenne. Donc sa parole est d'or et elle va revenir fréquemment sur Fréquence Populaire. Alors, alors nous avions un autre intervenant, qui malheureusement a dû se décommander au dernier moment et qui sera là demain, donc ce sera sûrement avec Tristan, parce que moi je ne serai pas là demain. Et bien, ça va nous permettre de reprendre, ah ben, on me dit que ça ne sera pas Tristan parce que demain il est lui aussi au collège, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens, intelligents qui vont au collège encore? Si je crois que vous avez eu le bac tous, hein? Bon, je plaisante évidemment, ils y travaillent. Eh bien on verra qui sera là demain. Par contre, nous, comme nous avions un peu de retard, nous n'avons pas fait l'ensemble de la revue de presse. À Jean-Pierre Leroux qui m'écrit: «Vous avez toujours la nostalgie de Mélenchon». Nous, pas du tout, en fait, absolument pas la nostalgie de Mélenchon. C'est terrible si ça apparaît, comme ça. Je crois que j'étais un des premiers, un des plus critiques depuis 2018. J'ai la la dynamique, nostalgie, je pense que tu mais non, mais peut-être que c'est moi qui l'exprime mal, Jean-Pierre, mais j'ai vraiment la nostalgie de ce qui avait été fait, non pas que par Mélenchon, mais collectivement à un moment donné, en 2017 et en particulier, je pense, au plan B dans l'Union européenne entre 2015 et 2018. La réunion de Sarah Wagenknecht, de Zoe Constantopoulou, de Stefano Fassine, pour penser réellement à une sortie, réforme, enfin destruction de l'Union européenne et en faire d'autres formes d'alliances. Voilà, tout cela est passé. Maintenant, ce sont un peu des bouffons pour une grande partie d'entre eux et qui espèrent prendre le pouvoir mais avec un programme complètement, inopérant. Allez, alors on va continuer et j'aimerais, parler d'un petit sujet juste, qui très simple. Alors, on pourra développer plus, en amont. Mais je ne sais pas si vous avez vu, donc Donald Trump a annoncé, un projet et a signé un projet pharaonique qui s'appelle le projet Stargate, qui a été justement évoqué, par François. Donc Stargate, hein, comme la porte des étoiles pour ceux qui ont la référence. Donc film, très populaire des années 90 et série aussi avec, MacGyver, hein, qui était, c'était super. C'était super. exactement. Stargate, c'était très bien. Heu, il y a eu une annonce qui, je pense, a provoqué plus de décès par mort subite que les vaccins ARN. Malgré la nomination de Robert Junior Kennedy, Trump et le président d'Oracle se sont gaussés que pendant, justement dans ce projet Stargate, et il y avait une grande innovation américaine, les vaccins ARN qui vont soigner le cancer. Donc, pour tous ceux qui disaient que Trump n'était pas l'agent des Big Pharma, bon, bah, apparemment, il y a pas de problème avec les vaccins ARN pour Trump, ni pour Robert Kennedy, puisqu'ils viennent de donner des milliards et des milliards pour dire que les États-Unis étaient pionniers là-dedans et que c'était l'avenir. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui ont cru. C'est pas sympa, Pedro. Tu vas retourner le cerveau de plein de gens et les mettre en PLS. C'est pas cool. Ben ouais, mais peut-être qu'il faut aussi et que nous, quand on vous disait: «Attention, ces gens vous manipulent, vous racontent n'importe quoi pour quelques voix», ben voilà. Et je pense à tous ceux qui, en France, justement, étaient contre le vaccin ARN et qui sont tous: «Ouais, Trump, Trump, Trump». Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Et D'autant plus, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais d'autant plus, il y a pas les vaccins, enfin,
les soins à partir, de l'ARN et les vaccins ARN n'existent travaillent dessus depuis les années 70, hein. C'est, tout à 60 ans fait. quasiment, qu'on est dessus. Ça a été énormément testé et le problème n'est pas tant dans le vaccin ARN puisque c'est un mot qui était pris comme ça au vol et mal compris comme beaucoup de choses. Et c'était la Le problè synthétisation. le problème, c'est toujours que ces choses-là soient aux mains d'instances privées, multinationales, Big Pharma, qui feront d'abord de l'argent, y compris en prenant des risques sur les citoyens et de cette manière-là pourront heu décrédibiliser des techniques, qui sont innovantes, qui pourraient, parfaitement marcher. Enfin bon, on verra bien ce qu'ils feront, mais c'est Mais sûr que voilà, les c'est espoirs mis dans Trump par certains, que ce soit en Cisjordanie, au Groenland ou en Ukraine, je pense qu'ils vont être déçus du voyage. Parce exactement. qu'il est président de l'empire américain. J'ai l'impression que ça rentre pas dans la tête. La forme change, le costume change, et personnellement, comme il disait tout à l'heure, faisant pas de campisme, il dénonce certaines choses fort justement. Ils sont très rigolos. Ils sont beaucoup plus rigolos que l'équipe, wokiste, de Joe Biden, mais c'est quand même les dirigeants de l'empire américain et les amis des milliardaires. Tout à Big fait, Pharma y compris. c'est juste que certains effectivement avaient vu dans la nomination, de Robert, Kennedy Junior, la fin du même ici tout à l'heure, la fin du deep state et il va exposer tout ça. On voit surtout qu'ils se sont, frottés les mains et ils ont dit: «Plus de business pour nous, parce que nous les Américains, on est très forts là-dedans et on va mettre 500 milliards de dollars». Mais on parlera peut-être un peu plus du projet Stargate parce qu'il y a déjà quelques remous, dans ce projet-là et on voit qu'apparemment, quelqu'un n'a pas été convié autour de la table et il a un peu, comme diraient les jeunes, le seum et donc il l'exprime largement et bruyamment sur X. Mais on va, évoquer avant ça une Comme autre c'est pas clair pour tout le monde des ellipses et que nous sommes un média, il faut parfois dire les choses. On parle bien de Elon Musk, numéro 2 du régime, qui, maîtrisant pas très bien la politique, a fait un tweet, assez remarqué. «Ouais, ce truc sera jamais financé et ça marchera pas». ouais, il a dit: «Ils ont pas l'argent» Donc c'est au-delà du seum, hein. et Je ne et sais et pas le comment Trump a réagi après, a dû lui passer un coup de fil, mais ça doit pas être bah, ça son pote. c'est surtout le PDG de Microsoft a dit: «Moi, je sais pas si on a les 500 milliards, mais moi, je mets 80 milliards. Et Musk a dit: «Bon, lui, il les a». C'est c'est, voilà, Ah, les milliardaires s'affrontent. exactement, mais heu, on en parlera, plus en détail de ce projet-là. Heu, Ce qui est sûr, c'est que Trump donc avait dit depuis longtemps, hein, je crois même la première campagne avec, Joe Biden, que lui, s'il était président, en 48 heures, le conflit ukrainien serait réglé parce qu'il savait, exactement comment faire. Il avait tout réfléchi, tout calculé, qu'il juste un coup de fil à Poutine et on n'en parle plus. Et maintenant, en fait, déjà entre 48 heures, il a dit, il laisse 100 jours à son émissaire. Alors, dans certaines versions, il dit pour régler le conflit. Maintenant, c'est pour trouver des idées pour régler le conflit. Bon, donc trouver des idées, hein, donc après on ne sait pas combien de jours pour les réaliser. Il a fait des déclarations en disant donc que la Russie, s'autodétruisait en refusant l'accord et maintenant il dit: «Il faut trouver un accord». Mais ce qui est génial avec Donald Trump, c'est qu'il parle d'un truc qui n'existe juste pas ou bien que dans sa tête et Ils doivent surtout bien se parler au Kremlin, ils disent: «Mais de quel accord il parle?» exactement, ou bien peut-être qu'ils ont des Google Drive, tu sais, ou des documents partagés avec des dizaines d'accords. Ce qui est sûr, c'est qu'il a menacé très violemment la Russie de sanctions, en particulier sur ses exportations. Et avant de te passer la parole, moi, je me suis amusé à voir, mais qu'est-ce qui pourrait sanctionner? Parce qu'il faut savoir que depuis toutes les sanctions, hein, depuis un certain temps. C'est encore plus drôle, c'est pas que des sanctions, mais c'est des taxes Oui, sur ouais, les exportations russes aux États-Unis. Donc déjà, exactement. ça fait un petit, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes sur LCI qui ont fait: «Hein?
Quelle exportation russe aux États-Unis? Il y a encore des Ouais, exportations russes aux États-Unis? Hein? tout à On fait et m'aurait là menti? Mais c'est pas c'est là possible! où ça c'est drôle, Georges. C'est qu'il faut savoir qu'est-ce que la Russie exporte aux États-Unis et elle exporte quoi? Des trucs De que la les Américains vodka, n'ont pas. elles exportent de la vodka, ils exportent des ours, ils exportent des fourrures. Qu'est-ce qu'ils peuvent exporter dans l'imaginaire collectif qui soit complètement con? Alors, Ils exportent des pirochkis. Oui, les pirochkis, exactement. Pedro. En fait, Ils exportent les pirochkis. ce qui est intéressant, c'est que justement alors, je ne sais pas qui a conseillé Donald Trump de dire ça. Je pense qu'en vrai, Darren Falcon a l'air d'être au courant, lui. Il doit être en ça avion du sera Kremlin. jamais mis en place. Mais ce qu'ils exportent, c'est justement des trucs que les Américains n'ont pas. Donc s'il met des taxes, bah, juste les Américains vont payer plus cher, hein. Et donc c'est pas très malin. C'est quoi? Des composants aéronautiques et aérospatiaux pour les fusées de qui? Oh, je dirais rien. Donc les fusées d'Elon Musk. Attends, Pedro. Là, juste là, Mmh. les Russes, donc c'est la nation de débiles là, qui prennent des chips dans les machines à laver pour faire voler les 3 missiles qui leur restent, vendraient aux États-Unis, pas au Mozambique, hein, aux États-Unis, des composants aéronautiques et spatiaux. Mais c'est pas de la haute technologie, ça, hein? Mais non, tu comprends pas. Ils font les Russes, depuis les années 50 font des fusées avec des morceaux de conserve et des pièces de machines à laver. Alors les pirochkis, c'est des raviolis russes, Non, non, Pedro, c'est pas bien ça. Je suis pas d'accord. quoi. Il faut que tu mettes ça en ligne tout de suite. Hop, il faut que les gens voient Ah visuellement voilà. de quoi on parle. Voilà, hop, Alors, et sur Telegram. oui, oui, tout à fait, j'ai bien reçu la notification. Alors attention, pour Hypatie, donc on va montrer, puisque c'est le moment, culture culinaire, plutôt que de montrer des hamburgers, voilà, voilà de quoi il s'agit. C'est pirojki. Alors, ce sont des sortes de boulettes de pain. C'est un peu des dim sum durs russes, dans lesquels on met de la viande, du chou, des champignons. Voilà. Bon, évidemment, les amis, c'était une blague. Voilà C'est ça, les pirojki. et Tristan nous écrit en privé qu'il a faim maintenant. Ah ouais. Eh bien, il n'y aura pas de pirojki parce que c'est sanctionné par Mme von der Leyen. Interdiction exactement, d'importer le donc pirojki. qu'est-ce qu'on voit? Donc les composants aéronautiques, donc on se demande que si les Américains vont là pour les chercher, ça va être un peu compliqué. Alors il y a du pétrole, mais ça reste vraiment marginal. L'exportation de pétrole en 2023, de Washington, donc du pétrole russe, ça représente 2,7 millions de dollars. Donc on imagine la crainte pour la Russie de se voir sanctionner, et en plus, bon, c'est les Américains qui achètent, donc c'est un peu bizarre. Mais et là Oui, 2,7 millions de dollars, tu achètes peut-être les 2 chenilles d'un char, plus ou moins. exactement et on voit, tiens, 20% du combustible utilisé dans les centrales nucléaires américaines vient d'où? Eh ben, de Russie. Ah, Donc c'est Darrell Falcon qui a vendu la mèche dans le fil, il a parlé d'uranium. Et exactement oui, ah, c'est pas des pirochkis ça, ça faut pas manger. Ça peut un peu comme le novichok, faut éviter de le mettre dans son assiette. et donc qu'est-ce qui s'ils se Mais taxent les Américains Pedro, ouais, attends. Il y a des sanctions contre la Russie depuis 3 ans, faut plus qu'ils achètent l'Europe ne doit pas acheter de gaz, de pétrole, de rien du tout. Mais les Américains, pendant ce temps, ils achètent 1/5 de leur consommation d'uranium aux Russes. Ça doit bien financer la guerre, ça, dis donc. Et c'est bizarre qu'il y ait pas de sanctions là-dessus. Tu peux nous expliquer, Pedro? bah, le Pourquoi il n'y a problème pas eu de c'est sanctions là-dessus il y a pas énormément pendant de 3 pays ans? où il y a de l'uranium enrichi, tu vois? Donc Mmh. il faut bien le trouver quelque part et Je crois que donc tu veux dire qu'on a des dirigeants européens, vraiment stupides. C'est-à-dire s'infligent des choses que les Américains, eux, ne s'infligent pas. oh, vraiment, on peut pas croire. Peut-être que, tu sais, le fameux nuage de Tchernobyl, quand il est venu, peut-être que ça a affecté le cerveau de certains, je ne sais pas. Il est pas allé jusqu'à Washington. Et je crois qu'il y a les engrais aussi, non? Parce que j'ai l'impression qu'ils achètent beaucoup d'engrais. Bah oui, c'est ballot parce que c'est
les Russes et les Chinois et les Biélorusses produisent 75 des engrais mondiaux. Donc c'est compliqué, hein, quand, ça c'est pour les écologistes à la petite semaine. Quand vous avez un champ, sans engrais, il produit 2 fois moins. Alors, pour info, jusqu'en avril 2024, les États-Unis importaient aussi pas mal de métaux russes, l'aluminium, le cuivre, le nickel. Alors dans le cas des sanctions, ça ils ont arrêté. Donc ils ont trouvé d'autres moyens et ils importent effectivement, c'était très important, il y a de la vodka, mais la vodka russe aux États-Unis ne représente que moins d'1 % de la consommation. Ah oui, ça doit Donc être redoutable. La menace est atroce. Je pense que vraiment là et donc le caviar sera taxé. Je pense pas que ceux qui achètent du caviar, s'il y a 25 de plus, ça change quoi que ce soit, puisque de toute façon, il y a pas d'étiquette sur le prix. Donc donc et je en pense vrai que ceux qui achètent la vodka qui passe, ça doit être la vodka de très haut niveau, donc ça doit être de la Beluga et c'est pareil, ils en ont pas grand-chose à fiche de 25 de plus. mmh, voilà, donc on est face à Mais est-ce une qu'il y a des pirochki, Pedro, quand même? C'est ça qui est important. ouais. Est-ce qu'il y a des pirochki dans le deal? Alors, je n'ai pas vu. Ce qui est sûr, c'est que Trump aussi a annoncé qu'il imposerait des barrières de douane aux pays aussi qui importent. Du moins, il veut taxer les importations par les autres pays de produits russes. Et ça, là, je me suis demandé comment il allait faire pour, à La part mettre Thaïlande, des par exemple, c'est bien ça. ou le Cameroun, par exemple, tu vois? Ou les pays africains. Bon, les Et pays africains, tu peux faire pression autrement. Ça a été fait 2 ou 3 fois par les États-Unis, mais l'Inde, ça va être plus compliqué. bah, Mais la si je peux Chine, me permettre un commentaire, puisqu'on a un petit peu vas-y. rigolé, on a un peu détendu l'atmosphère avec le pirochki et la vodka, heu, on on peut vraiment se demander parce que c'est quand même totalement absurde. C'est-à-dire, ce sont des menaces qui non sont pas des menaces. Par contre, ça claque, ça Mmh. fait bien. Parce que d'un gars qui disait, comme tu l'as rappelé Pedro: «Ah, je vais passer un coup de fil de the best phone call ever». Voilà, 24 heures, ça sera réglé. On est passé à 6 mois, puis Kellogg, il va réfléchir à ce qu'il faut faire pendant 100 jours. Bon, il perdait un peu la face quand même et Trump déteste perdre la face. Il faut vraiment comprendre ça du personnage. Donc Trump, tambour battant, fait des déclarations tonitruantes. Moi, s'il continue, s'il ne trouve pas d'accord, j'aurais dit: «Vous trouvez un accord». On dirait un prof qui réunit, Marc et Stéphane, dans la cour de récréation, de CE2 et leur dit: «Bon allez, maintenant vous trouvez une solution, hein, sinon, vous êtes punis». Bon, mais ça fait bien quand même chez lui. C'est ça qu'il faut voir. Parce que moi, je regarde Fox News, et Mmh. CNN. Mais là, en ce moment, comme ils ont gagné, Fox News, ils sont contents, c'est champagne et c'est très, très amusant à regarder. Eh bien, j'ai justement regardé ça sur Fox News et c'est bien à ça que ça sert. Sur Fox News, ils en ont fait des tartines. Voilà, on a enfin un vrai président qui va montrer à la Russie ce qu'il en est dans le Wisconsin, dans l'Arkansas ou au fin fond de l'Oregon ou dans le New Jersey, ils vont regarder ça et vont se dire: Ah ouais, ouais, oh là, une menace de des taxes, des sanctions et ça va être horrible pour les Russes. Dans un mois, il y aura d'autres sujets, tout sera aura été oublié. En fait, Donald Trump fait un écran de fumée. Mais en même temps, comme dirait l'ami Manu, en même temps, il a gelé 90 jours d'aide à l'Ukraine. Et quand on est dans l'état de l'armée ukrainienne gelée 90 jours, là, ça pique un tout petit peu plus que de faire des menaces sur les 1% de vodka, les pirochki ou je ne sais quoi que la Russie vend aux États-Unis et qui est complètement secondaire. Alors, Donc on peut se juste demander s'il n'est pas en train totalement de lâcher les Ukrainiens sous couvert de ta ta ta, un énorme esbrouf, une énorme diversion consistant à faire des menaces parfaitement secondaires pour le Kremlin. alors justement, vu que tu parles de l'Ukraine, il y en a un autre qui apparemment alors je sais pas, peut-être qu'il y a un concours de stand-up, hein, parce qu'il faut savoir que, Trump est un showman, il vient du businessman et Zelensky étant lui-même un comique,
on peut se demander s'il y a pas un concours de qui va dire la plus grosse énormité et donc, Zelensky a annoncé très sérieusement, sans qu'aucun observateur occidental ne relève l'absurdité du propos, qu'il faudrait 200 000 soldats européens pour garantir une paix avec la Russie. Bon, on se dit, OK, il a raison, la Russie, un adversaire féroce et cetera. Sauf que et peut-être Georges va Beh, pouvoir répondre, on a combien de soldats en France? Rappelle-moi, bon, actifs? on est 240 000, 220 000, Ah mais vraiment opérationnels. ah 40 000, 40-50 000. Voilà. Donc on a un peu un problème de chiffres. Donc il Mais faudrait envoyer tout le monde en gros. ah, là où tu as parfaitement, dit les choses, Pedro, c'est qu'on est dans, le one man show et c'est un des problèmes en Occident. Alors c'est surtout un problème pour les Européens, et les Américains, en particulier pour Trump, c'est un ressort. Je suis intimement convaincu que ce qu'il a fait hier, sur ses taxes et ses menaces sur la Russie, c'est du one man show, c'est du c'est de l'esbrouffe intérieur. Heu, et Zelensky, lui, il fait de la com pour sa population parce que l'état de soutien à sa politique et au régime de Kiev est de très, très faible. On en parle très peu ici et de toute façon, com compte tenu du risque, pour les gens, et puis de toute façon, ils sont dans un conflit. Il y a une vraie, vraie opposition importante, sourde, en Ukraine. Donc il a besoin de remobiliser en continu. Or, cette histoire de 200 000 soldats anglais, français, danois, baloutches ou ce que vous voulez, est complètement délirant, mais ça fait écho au plan de Donald Trump, c'est-à-dire ce qu'avait dit Kellogg il y a 3 mois, comme idée qui avait été filtrée dans le New York Times, vous vous en souvenez, ou Washington Post, je ne sais plus, l'un des deux, à savoir que Trump voudrait que les Français et les Anglais soient la force d'interposition principale dans une logique de cessez-le-feu, donc sur l'actuelle ligne de front. Vous vous souvenez, on avait expliqué ici que ça n'avait aucun sens. D'abord, de 2 manières. Premièrement, parce qu'il faut pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que les Russes soient d'accord. Bon, ça a l'air mal parti quand même. Et puis surtout, qu'on ne met pas dans un contexte de guerre, en interposition, face à une puissance nucléaire comme la Russie, 2 puissances nucléaires, à savoir la Grande-Bretagne et la France. Parce qu'au cas où ça tournerait mal sur la ligne de front, ça pourrait déraper de mauvaise manière, hein. Voilà. Bon, mais donc tout ça, c'est du blabla, c'est de la fumée, c'est rien du tout, c'est gagner du temps. Et c'est très étonnant parce que tout ça sert considérablement la Russie, en fait. Parce que le Alors, problème de la Russie, enfin le problème, c'est de réussir à ce qu'il n'y ait pas une prise de panique généralisée en Europe ou aux États-Unis et d'une manière ou d'une autre de forcer les choses pour qu'il y ait un vrai gel du conflit, mais de continuer le conflit jusqu'à prendre ce qu'ils veulent prendre, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est du Dniepr plus Odessa. C'est ça l'objectif russe, ça nous a été clairement dit par Artamonov, ça vient encore d'être répété par Patrouchev, qui a quand même dit non mais bon tout ça c'est de la guignolade, c'est de la guignolerie. L'Ukraine va cesser d'exister en 2025 et Kharkov, Zaporijjia, Dnipropetrovsk, Odessa seront russes. C'est quand même le chef de file des durs du régime. Faut vraiment être stupide maintenant pour et c'est ce qu'on avait dit nous. Hein, on a expliqué ça de nombreuses fois depuis très longtemps. C'est ce qui se passe. Et moi j'ai l'impression, Pedro, que Donald Trump laisse faire. Il laisse faire et on verra contre quoi il laisse faire, mais tout ça est juste totalement ridicule. Donc cette histoire de soldats, tu crois que alors c'est un effectivement, Poutine contre de la Poutine? Pedro nous a fait une analyse, détaillée, on ne pourra pas la sortir ici, mais combien de soldats à chaque pays, combien de soldats sont opérationnels? Bon et tout ça, c'est des discussions sur une chose qui ne se fera jamais, encore une fois pour les 2 Mmh. raisons que je vous ai indiquées, mais de toute façon, il ne se fera jamais. Donc tout ça, c'est juste c'est du blabla, c'est occuper l'espace Alors, médiatique. je suis entièrement d'accord avec toi. Alors ce que je disais, c'est est-ce que, il laisse Poutine contre de la Poutine? C'est pas mal ça.
À part Heu, nos amis québécois, il y a personne qui comprend. ah, bon, non, pourtant, c'est le plat québécois par excellence, mais je peux donner, justement. C'est important de contextualiser les chiffres parce que quand on parle toujours de grands chiffres, les gens, ne comprennent pas. Mais donc on a parlé, en gros, ce que Zelensky veut, c'est l'intégralité de l'armée française, un personnel administratif compris. Donc on peut bien comprendre que c'est pas techniquement possible et je me suis dit: «Bon, imaginons l'armée française est la plus grosse, sur le périmètre, même si on ajoute l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a 150 000 militaires, l'Allemagne 180 000, l'Espagne, 133 et 165 000, Italiens, donc imaginons, ça représente 24 des effectifs. Or, qui devraient être opérationnels dans le plan de Zelensky parce que c'est 200 000, heu, stationnés, c'est pas 200 000 avec, un roulement. Il veut 200 000, c'est juste complètement, Donc 200 000 déraisonnable. stationnés implique au moins 600 000 en roulement, Oui, mais c'est hein, ça, de base. ces gens n'existent pas en Europe, de toute façon. Donc je ne sais pas, d'où est-ce qu'il a Et sorti. puis il faut rappeler que, là, pour le Mmh, moment, il y a quand même, 600 000 à 700 000, soldats ukrainiens sur le front, mmh, déjà. tout à fait. Et que là, par exemple, quand on parle de forces d'interposition, par exemple dans l'ex-Yougoslavie, le maximum qu'il y a eu, et ça comptait du personnel, civil aussi, c'était 38 000 casques bleus. Du moins avec, le personnel, civil. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Le Rwanda, c'est 2 500 casques bleus. Le le Congo, c'est, 23 000, soldats de la paix. Le Soudan, alors c'est vraiment ridicule, c'est 3 300. Et même si on peut aller encore plus loin, le maximum de soldats que les Américains ont eu en Afghanistan, c'était 100 000 hommes en comptant le personnel civil. En Irak, le maximum, hem, qu'il y a eu, c'est 166 000. Donc imaginez. Je précise, pour, l'histoire et Mmh, pour la connaissance, c'est que c'était 166 000 plus jusqu'à 180 000, supplétifs de BlackRock et autres, mercenaires américains. C'était pour, le rappel par rapport à Wagner. Les Russes ont rien inventé, hein. tout à fait. Et tout ça pour dire que quand on demande 200 000 hommes, c'est juste c'est du jamais vu. C'est un peu, je sais pas, c'est comme un peu les enfants qui disent: «Papa, je veux pas un vélo, est-ce que tu peux m'offrir une Ferrari hélicoptère qui fait vaisseau spatial?» Oui, mais c'est le troisième truc délirant, parce qu'encore une fois, et pour qu'il y ait il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que les Russes veuillent, hein. C'est Oui. encore une fois, voilà. Et puis, bon, je vais pas me répéter, mais c'est tellement stupide que les bras m'en tombent. Voilà, voilà. Donc Donc c'était voilà. ça la situation, et l'Ukraine, enfin le régime de Kiev est dans une situation très, très mauvaise. Tout à fait, c'est qui probablement, aussi un narratif pour nous dire: «Mais regardez, il faut qu'on augmente nos efforts pour avoir plus de militaires». Il faut former, hein, des militaires, ça prend du temps et tout. J'aime bien Mais la réfle pardon, ouais. non, mais je veux dire dans une Europe avec une démographie qui s'effondre aussi. Va falloir les trouver, hein, les jeunes qui veulent se être soldats pour aller combattre les Russes. Je veux dire, Oui, puis il faut une raison pour l'État, ça, on va pas faire ça juste gratuitement. Fred Krum, c'est intéressant sa remarque, c'est clair que l'on ne peut pas faire popper des troupes ex nihilo, on n'est pas dans un jeu vidéo. Mais la remarque est tragicomique parce que le problème, c'est qu'on a de plus en plus d'analystes qui ont l'impression que les choses se passent comme dans des films ou des jeux vidéo. C'est pas du tout ça la réalité. Mel Gibson qui nous écrit: «On est loin des effectifs de 1989», et je rejoins ce que je viens de dire par rapport à la remarque de Fred Krum. J'étais, c'était il y a 1 an et demi sur, France 24 en anglais, et j'étais face au président de la commission de la défense, le macroniste, de l'Assemblée nationale, et on parlait de l'envoi des chars, et j'ai fait la même remarque que toi, sauf que lui, c'est pas les gens, c'est le président de la commission de la défense, et je lui dis: «Mais de quoi vous parlez?»
En 1900, au début des années 90, la France avait quasi 1300 chars lourds. Donc oui, là, 1300 chars lourds, vous pouvez en envoyer 400, ça fait la différence. Là, on en avait 226 au moment de la discussion du débat. Je dis: «On en a 226, vous savez très bien, 226». La moitié roule pas et servent de pièces détachées pour ceux qui roulent. Et puis, il faut qu'on en garde quand même pour nous et aussi pour l'entraînement. Donc on peut en envoyer quoi, 20, 30. Et il regardait ses chaussettes. Réellement, c'était très drôle comme moment, mais je dis: «Mais c'est dingue. Enfin, ces gens ne sont pas sérieux, ils ne font que parler». Oui, mais parce que de toute façon, on est dans une guerre communicationnelle, hein, totale, où le but, c'est que personne ne veut perdre la face, parce qu'ils sont tellement allés loin. Paradoxalement, c'est les Russes qui sont allés le moins loin dans cette guerre communicationnelle. Et Pedro, est-ce que tu as la petite vidéo? Parce qu'il y a Adrien qui reprend une Ferrari hélicoptère qui fait vaisseau spatial. Je lui Ah demande bien sûr que je l'ai. est-ce que tu as parce que nous, on est, tous les 2 jours, on se dit: «Non, c'est pas possible». On a l'impression que c'est de la propagande et que c'est de l'IA qui fait ça. Mais les Chinois sont en train de mettre en vente un truc qui ressemble aux vœux de Pedro. Adrien, vous allez voir, Alors attention, ça j'arrive, existe. un instant. Oui, alors les de toute façon, les Chinois, eux, ils font de la recherche, hein, c'est pas comme nous. Donc du moins, nous, on en faisait, hein, mais alors attention, vous êtes pas prêts, vous allez voir. Tac. Donc c'est une nouvelle voiture chinoise, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc c'est une voiture, bon, électrique, hein, et qui fait quoi? Qui transporte un espèce d'hélicoptère drone. Ça va juste pas dans l'espace encore. Et puis ça ressemble pas à une Ferrari. Voilà. Et donc ils viennent de la pour ceux qui seraient encore dubitatifs, ils l'ont présenté au CES de Las Vegas. Donc ils sont très sûrs d'eux, hein. C'est c'est complètement, voilà. Donc c'est même plus drôle tes blagues, Pedro. Les Ouais. Chinois, ils font. Voilà. Et là, dans Oui, 2 oui, en ans, plus, il ça doit faut être aller dans alimenté l'espace avec. Voilà. par les micro-ondes qui viennent de du soleil, quoi. Donc non, mais on est d'accord, mais tu vois, pour nous, on est un peu les Indiens, d'Amérique, tu vois, vis-à-vis des conquistadors, tu vois? On regarde ça, on se avec, «Oh, regardez l'avance technologique qu'ils ont», tu vois? On est tout nus, sans industrie, sans rien. Mais oui, non, c cette guerre communicationnelle est quand même pénible. Ce qui est pénible, c'est que, justement, les journalistes ne relèvent pas les absurdités de ces chiffres. À un moment, il y a quelqu'un de raisonnable qui devrait dire: «Ah ouais, quand même, OK, il en a besoin de 200, mais comment il fait? À quel Et moment ce qui il est considère intéressant, que c'est réaliste?» c'est de comparer avec ce que font les Russes. Mmh. Les Russes, alors ils ont de la propagande, hein, et il y a un paquet, de gens qui font de la propagande sur tout un tas de vecteurs, mais tout ce qui est de l'État, du Kremlin, de l'État-major, ils font pas ce genre d'annonce. Ils disent pas: «On va mettre 700 000 bonhommes» ou «On va ramener, tant et tant de matériel» ou ceci et cela. C'est une fois que c'est mis en utilisation sur le front qu'ils le disent. D'abord, ça conserve l'effet de surprise, on n'annonce pas ce qu'on fait, c'est quand même, bon, une base. Ça, c'est tout l'art de la guerre, c'est de rester dans le brouillard de guerre, ne pas prévenir, et agir, et puis surtout, ça montre enfin, la capacité réelle des uns et des autres. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est qui est un peu inquiétant. De toute façon, et alors, on en parlera, plus plus dans une autre émission, mais parce que je suis en train de préparer, si j'y arrive, petite surprise sur les raisons réelles de pourquoi TikTok c'est si sensible et ça n'a rien à voir avec la question du réseau social. Heu, on voit, il y a eu ces annonces, gigantesques du projet Stargate et cetera. Il y a une guerre de communication. Clairement, pour ceux qui ont suivi, les annonces, il y a des chiffres monstrueux d'emplois qui ont été annoncés et cetera. Sauf que quand on sait la difficulté pour ces sociétés
particulier, d'entreprises, d'intelligence artificielle pour recruter parfois 5 ingénieurs pour des poules, quand on voit des chiffres en centaines de milliers, on se demande où est-ce qu'ils vont les trouver. Bon, pour aller dans l'autre sens, ils ont parlé de 100 000 emplois Mmh. et il y a aussi des emplois dans le BTP parce qu'ils comptent construire des méga, édifices, Mmh. pour stocker les données. Donc il y a Tout toute à une fait. partie qui est pas des ingénieurs ou des techniciens, Et tu sais qui fabrique ces c'est édifices aujourd'hui? non, mais c'est juste que Non, non, c'est mais c'est important, Georges. Est-ce que tu sais moi le je ne sais problème pas, qu'il y a ça eu? je ne sais pas. Eh ben, il y a eu un super projet de cloud, justement, avec des super data centers ultra modernes, faits par NVIDIA, et cetera, aux États-Unis, et ils ont eu un problème. Ils avaient pas assez d'ingénieurs pour faire des salles blanches. Donc tu sais où est-ce qu'ils sont allés les chercher? Non, mais je j'ai bien compris Pedro, mais là je te Non, mais parlais chez les de Chinois. des C'est les bâtiments. Chinois qui ont dû leur Oui, envoyer des pour milliers les d'ouvriers. ingénieurs, mais il faut des maçons à un moment Non, donné. non, mais des ouvriers. Ils avaient pas d'ouvriers qualifiés pour faire des salles blanches. Aux Parce qu'il États-Unis. faut un niveau d si tu veux, c'est pas le mec qui fait, tu sais, genre il met le niveau comme ça et il fait à l'arrache. C'est une vraie expertise et ils l'ont pas. Et en fait, ils se sont rendus compte que tous les mecs qui ont annoncé ça, se sont retrouvés comme des cons et donc ils sont allés chercher ils sont allés voir Foxconn et cetera, pour leur dire: «Est-ce que vous avez pas des mecs?» Et les mecs ils ont dit: «Ah mais nos mecs ils sont bookés pendant je sais pas combien de temps». Et en fait, ils se sont rendus compte que, bah, en fait, fabriquer des trucs, bah, c'est un peu comme, les soudeurs dans les centrales nucléaires, bah, il y a de l'expertise et qu'ils l'ont plus. Et donc ils sont allés, ils ont couru, ça a été un peu étouffé justement, mais justement, les Américains se sont dit: «Ah merde, il faut qu'on fasse, des filières». Alors Fred, je suis d'accord, il faut les former, mais c'est des dizaines d'années et pendant ce temps-là, les Chinois, ils les ont. Donc Mais ce qui est intéressant dans l'annonce, dans les choses comme elles sont faites par Donald Trump, en dehors des capacités réelles et on a vu que, bon, même Elon Musk, en doute. Ce qui est intéressant, c'est l'élan qui est donné mmh, et ça, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on a un président qui dit: «Allez, ça va être» même si c'est un peu délirant, ça va être un âge d'or et même si, bon, si on se réfère aux analyses d'Emmanuel Todd et de ceux qui connaissent l'état réel de la production d'ingénieurs et de ce qui se fait aux États-Unis, comme vient de le dire par exemple Pedro, ça va être compliqué en réalité. Mais au moins il y a un élan qui est donné, c'est des choses qu'on n'a même plus chez nous, par exemple en France. Là, on a un président qui veut donner un élan à un pays et ça c'est intéressant. En tout cas, c'est reçu comme ça par les Américains. non, non, mais c'est, je me suis permis, si tu veux, de parler de ça, sur cette question de la pénurie de compétences parce que alors c'est un problème qui nous touche aussi, hein, nous, mais c'est vrai que, beh, voilà, ils ont voulu faire plein de trucs et en fait, ils se sont rendus compte que même sur, certains points parce que c'est aussi le problème de la logique néolibérale de sous-traitance à outrance. C'est-à-dire de garder des holdings qui, ont les designs, les brevets et cetera et d'essayer de se débarrasser de toute la, main-d'œuvre et de les passer dans des filiales. Bah, à un Oui, moment ça tu vois là, c'est ce qu'on dénonce toujours, mmh, depuis longtemps et en particulier ici sur Fréquence Populaire. Mais ça, clairement Donald Trump l'a compris et c'est pour ça que c'est pas que du délire. On en non, parlait, mais l'autre c'est jour, pour ça que ça semble de c'est taxer, il le dit clairement, il faut ramener les industries, il faut ramener les gens, il faut ramener les compétences au pays et donc mmh, au moins dans la compréhension de ce qu'il faut faire, il est largement, largement en avance, et de toute façon les États-Unis sont en avance par rapport aux Européens. Qui ne sont même pas arrivés à la conceptualisation de Trump, de dire bah, je vais utiliser tous les moyens possibles, taxes, pas taxes, invasion, pour ramener du monde et des industries et donc du savoir-faire chez nous. Et il parle lui-même de savoir-faire. c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une opposition entre Trump et Musk sur la question des visas, de personnel hautement qualifié où, Trump, du moins Musk avait, s'était un peu opposé à Trump en lui disant: «Ah ouais, il faut faire attention, c'est très limite, si on supprime» parce que lui avait bien conscience qu'il manque clairement, de personnel, sur ces questions-là et effectivement sur les hautes technologies, ça nécessite on va dire, il y a une vraie expertise technologique qui manque
et bah, les Chinois, Taïwan effectivement, l'a beaucoup développé. Tout le monde, n'a pas. Heu, dans alors, je vais me permettre de partager ça, hein, parce que je suis désolé, je je ne boude pas mon plaisir. Alors, je suis désolé pour qui ça choque, mais quand même, voilà, heu, je je pense que c'est important de le rappeler un peu. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est pour ça qu'il faut aller Il se au-delà fait de la plaisir, hein, propagande. Pedro. Oh, vous vous rendez bien compte, hein. Et Pedro, il aime bien. Pedro, c'est le genre de gars, quand il aime bien mettre encore un petit coup de pied dans le gars qui est au sol. Allez, tiens, tiens, un petit coup là. C'est surtout Ils si sont tu veux, embêtés, hein, plutôt. Ah, oui. on a vu, en fait. Moi, j'aimerais bien les réponses de ceux qui disaient: «Oui, il va mettre les big pharma au pas et cetera». Bref, mais par contre, il y a eu un autre truc aussi, parce que c'est ça qui m'a un peu surpris. Alors, Donald Trump a toujours dit, qu'il voulait être très, on va dire, dur, avec justement, les les criminels et cetera, et dans ses grâces, au-delà des gens du Capitole, il a gracié quelqu'un, et vous, ça vous dit rien, mais il a gracié un baron de la drogue. Et quand je dis baron de la drogue, c'est un peu comme s'il graciait, Pablo Escobar. Donc en fait, il a gracié le, créateur donc de Silk Road, donc Ross Ulbricht, qui était le plus gros, on va dire, marché de criminalité de drogue sur le dark web aux États-Unis, et donc le mec qui avait été arrêté, qui est un baron de la drogue, il a été gracié en même temps que les autres. Il a commandité des meurtres et tout. Non mais ça, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que les gens, mais probablement, alors là, ça doit pas être le deep state, mais peut-être qu'il y a ses fils ou je sais pas, ses filles, peut-être qu'il y a des clients parmi les donateurs de Trump qui voulaient pas trop que ça sorte, on sait pas. C'est très étrange. Autant les militants qui ont fait le Capitole, heu, c'est une chose, autant dans ce cas-là, je vois pas en quoi c'est discutable. Alors, Stéphane Little Frenchy dit: «Prison à vie, c'était discutable». On parle quand même d'un mec qui a commandité de multiples meurtres, hein. Non, Pedro. Il a pas été, poursuivi pour meurtre et Oui, parce les qu'ils ont accusations pas assez sont trouvé de preuves. oui, bah, il y a pas de preuve. Par contre, il a été Mais condamné c'est à comme Al perpétuité. Capone. Par contre, il a été condamné à perpétuité. Par contre, il a été condamné à perpétuité. Oui. C'est pas un gars qui a pas payé ses PV quand même. Ouais, mais c'est quand même un baron de la drogue, tu vois? C'est un expert du dark web. Je pense qu'il doit y avoir, il doit y avoir un truc derrière. Donc, Non, c'est ça doit surtout pas être qu'en fait, complètement innocent. non, mais la réalité, c'est que c'est devenu un symbole pour les libertariens, parce que les États-Unis, et on le verra probablement, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il sort, hein, sous Donald Trump, veut libéraliser complètement le trafic de drogue, et donc il veut banaliser ça. Ça leur permettra, entre guillemets, «de contrôler», le fentanyl, l'héroïne, la cocaïne et Ça deviendra, comme ils l'ont fait avec, dans la plupart des États avec le cannabis, un business d'État qui leur rapportera des sous, et voilà. Parce que business is business, donc ils se disent: «On va récupérer le business», et donc dans l'idéal libertarien, la consommation de drogue, c'est ton problème. Tu as le droit de consommer si tu as envie. En plus, c'est déjà comptabilisé dans le PIB. Bon, tant qu'à faire. Donc Bon, voilà, donc il va falloir c'est qu'on avance parce que le temps file tout à fait. dangereusement. Alors, justement, je reprends la notre liste. Il y avait un sujet
que tu nous as envoyé, peut-être tu peux en parler, Georges. C'est Rachida Dati, qui a été alertée par, la présidente d'un musée, un musée, un peu obscur en France qui s'appelle le Louvre, où quasiment aucun touriste ne va, sur l'état déplorable et catastrophique de ce musée. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben, alors il y a 2 sujets. C'est en ce moment, il y a d'énormes débats sur le budget. Mmh, Heu, vous l'avez tous vu, ils sont en train de rogner partout, et c'est ce qu'on avait annoncé. On a vu la réaction, on en a parlé ici, des sportifs. Au début, c'était des Riner et Marchand, par rapport à la réduction du budget des sports, qui passait de 900 millions à 600 millions. Et là, il y a une grosse tribune dans l'équipe et une énorme peau de banane de la part du président parce qu'il soutient les sportifs contre son propre gouvernement, qu'il s'est choisi, qui, désespérément, dans la logique et le cadre dans lequel il est, essaye de faire des économies et donc des coupes budgétaires absolument partout. Euh, donc on peut se demander si c'est pas de la part de Rachida Dati un moyen pour sauver des sous. Parce que la culture, en général, quand il y a du rabotage budgétaire, et là c'est pas que du rabotage, hein, il faut enlever des pans entiers, euh, prend cher. On peut se demander si il n'y a pas quelque chose à ce sujet. Mais quand on va dans le détail du rapport, euh, on a quelque chose qui est d'ordre structurel. C'est-à-dire que, alors, il se fait qu'hier, je suis allé au Louvre, et j'ai emmené une de mes filles avec des amis à elle au Louvre, dans les parties mésopotamiennes, égyptiennes et grecques. C'est très joli, très intéressant. Mais il y a plusieurs salles fermées et c'est quand même pas super, super pour l'accès pour les handicapés. C'est pas très, très simple. Mais en dehors de ça, ce qui est critiqué, c'est des problèmes d'aération, des problèmes de circulation de l'air, des problèmes de filtre. Bref, des choses qui peuvent mettre en péril les œuvres d'art très, très précieuses. Et donc peut-être qu'on a affaire là, alors il faudra voir dans le détail si c'est beaucoup de bruit pour quelques rares problèmes afin de ne pas avoir trop de coupes budgétaires, ou si c'est un énième révélateur eh bien, de ce qui s'est passé pendant des décennies avec les politiques néolibérales dans toute l'Europe, à savoir raboter, raboter, raboter sur la maintenance, sur l'évolution, sur l'amélioration de ce genre d'endroits, d'infrastructures. On le voit sur les ponts, sur les routes, bon, c'est catastrophique en Allemagne, hein, bien pire qu'en France. C'est catastrophique aux États-Unis. Donc, ce ne serait pas étonnant que, eh bien, à force de ne pas maintenir ou mal maintenir, on pense évidemment à une autre œuvre d'art fondamentale qui est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, il y a eu énormément de critiques parmi ceux qui l'entretiennent. Gustave Eiffel avait dit qu'il fallait, j'ai oublié le nombre d'années, C'est euh, 7, je crois. c'est 7, tous les 7 ans, il fallait re, retraiter contre la rouille, repeindre. Ah oui, c'est une structure métallique, c'est ouvert aux 4 vents, c'est le cas de le dire. Donc il faut vraiment faire attention à ça, puisque c'est ça qui détruit au plus profond la structure. Eh bien, on a rogné. La mairie de Paris, sous Anne Hidalgo, a rogné et ça a été reporté à 15 ans. Et les experts disent, alors peut-être qu'eux aussi ils mentent, hein, peut-être qu'eux aussi ils veulent éviter des pertes de sous. Enfin, ces experts qui n'ont pas grand-chose à y gagner disent que la Tour Eiffel est en train de subir des dégâts structurels majeurs, difficiles à récupérer si ça continue. Et là, peut-être qu'on a un exemple de déliquescence dans lequel nous tombons et qui touche le Louvre, qui est non seulement le deuxième plus grand musée au monde après celui d'Ermitage, qui est le plus grand palais, Tu d'être pro-russe, toi? qui est le palais le plus grand en Europe, hein, Russie compris, et qui est historiquement un endroit extrêmement important pour la France. C'est le siège du pouvoir pendant des siècles. Et pas que du pouvoir royal, hein. Je rappelle que le musée, eh bien, c'est une décision de la France révolutionnaire de 1793. Bon, passons pour l'histoire. C'est quand même malheureux
de voir, s'étioler notre patrimoine, parce qu'on a eu des incompétents au pouvoir. Mmh. Alors Et oui, il y a Belizy, il y aussi a les ponts, ouais, ce que je disais, il y a les ponts. il y a aussi une logique, qui est très nette à Paris. C'est la question, ça gangrène Barcelone, d'autres en Italie, Venise, c'est le surtourisme. C'est-à-dire que, hem, pour que les gens comprennent bien, quand vous rentrez dans un musée, vous respirez. Votre respiration apporte de l'oxydation. Plus on va mettre de gens, plus on va accélérer ce processus d'oxydation. Donc les œuvres d'art, en particulier des peintures, de la Renaissance et cetera, bah, elles sont sensibles à ces processus-là. Donc alors on les met dans des zones sèches et cetera, mais plus on va mettre de gens dans la pièce, plus on va accélérer. C'est comme vous pourrez faire tout l'asphalte de qualité que vous voulez. Si cet asphalte est fait pour qu'il y ait, 1 000 voitures qui roulent par an et qu'à la place, vous avez, 8 000, semi-remorques par heure, votre asphalte, il va pas durer longtemps. Oui, ça craque. Il y a plein de problèmes de ponts aux États-Unis là-dessus. Justement, on en avait parlé, le Mmh. détournement, de ce qui était en fret, ferroviaire à l'époque a été passé sur des routes et il y a des ponts, qui ont subi beaucoup plus de passages de camions qu'ils ne le pouvaient et c'est une des causes d'effondrement. Il y a, Mmh. merci I, pour le message, c'est gentil. Christophe Lebrun nous écrit: «Et les centrales, on en parle de l'entretien?» Oui, on en parle, régulièrement, mais effectivement, tout ça fait partie de c'est bon, les centrales, évidemment, c'est une catastrophe puisque là, c'est des enjeux, de sécurité et de santé, sévères, mais on la réalité et c'est ça qui alors je suis désolé pour l'aspect pro-russe, mais c'est ça qui me tue. Pour avoir connu l'URSS en 89, pour avoir vu l'effondrement, mais encore une fois, à chaque fois, j'ai du mal à décrire l'état de déliquescence de tout dans ce pays dans les années 90 et l'investissement qu'ils ont fait, alors qu'ils ne sont pas c'est pas une puissance, économique comme la France, ou comme les pays européens. Les investissements qui se sont faits, qui ont été faits dans les infrastructures. Alors c'est énormément de travail, mais les trucs tiennent, ils sont réparés et nous, alors qu'on n'a pas de guerre, on n'a pas de changement de régime, on laisse filer. On laisse filer et à la fin, alors qu'on a déjà une dette délirante, ça va coûter une fortune. Parce que si demain, on a rogné, par exemple, pour euh, les entretiens des centrales nucléaires ou les peintures spéciales pour la tour Eiffel, mais récupérer ça quand c'est abîmé, mais c'est multiplié par 10, 100 les coûts. On est gouverné par des crétins. C'est-à-dire qu'ils Mais alors n'arrivent je à voir les dépenses financières que dans le court terme. C'est phénoménal. Au bout de 35 ans, c'est fou de continuer à être dans dans ce déni de la réalité, en fait. mais alors justement, Georges, est-ce que c'est pas lié à un autre sujet, le fait de ce crétinisme? C'est que justement, dans les sciences en particulier et dans les gens qui devraient réfléchir à comment on préserve la tour Eiffel, comment on améliore ce genre de choses, bah, en fait, comme il y a pas assez on n'a plus assez de débouchés, qu'il y a peu de positions scientifiques, bah, les gens partent et donc bah, on finit par avoir que des marketeux ou du conseil en RH. Pardon, pour ceux qui font ça, mais voilà. Ouais, ouais. Et que Il y a ceux-là, donc beh, ils savent pas très les généralement ceux qui font du RH, ils savent pas réparer les boulons et les ouais. rivets de la tour Eiffel, Il y a ni Adrien qui nous reconstruire parle de la Notre-Dame. grotte Lascaux 2, qui effectivement a aussi des problèmes. Heu et Edwige Duff qui nous dit, il y a 45 ans, tout était OK. Alors tout était pas OK, mais au moins, maintenant c'était assuré, quoi. Donc, vraiment Après sur la question de la tour Eiffel qui est un cas un peu pardon, pardon, particulier. Vladou, Vladou, ouh là, dis donc, Vladou, Vladinou, ça sent le pro-russe, ça. Qui Mmh, nous écrit: «Heureusement, nous avons eu un commissaire au plan». Bon, c'est drôle. Heureusement, nous avons eu un ouais. commissaire au plan. Alors Évidemment, il parlait de Bayrou, notre mmh, ami, voilà, notre juste, par rapport à la tour premier Eiffel, Premier ministre. il faut comprendre une chose, hein. La tour Eiffel, c'était un monument qui a été fait pour être temporaire. Un peu comme, si on laissait un préfabriqué pendant, 200 ans, ça a jamais été fait pour durer aussi longtemps et théoriquement, en fait, pour que ça puisse continuer à durer, il faudrait substituer ce qu'ils font sur les rivets, mais qu'ils ne font pas sur les poutres, un certain nombre de poutres régulièrement par de l'acier neuf.
Sauf que, bah, on le fait pas parce que, bah, déjà avoir ce autant d'acier de bonne qualité, c'est compliqué, qu'il faudrait démonter la tour pour la remonter, bref, ça pose des questions logistiques improbables. Mais voilà, il faut être lucide que la tour Eiffel, de toute façon, dès sa création, était un monument condamné. On ne fait que, l'entretenir et réussir, mais alors si on rajoute le surtourisme dessus, clairement, dans 100 ans, ça n'existera plus, ce monument. À part à le reconstruire effectivement avec, Ah bah, alors là, pour le coup, on n'a pas du tout la métallurgie pour, mais bon, parce que non, mais tout à fait, mais c'est heu, pour ça que c'est important de le dire. Le Louvre, c'est déjà différent. Le ouais. Louvre, c'est un choix. On est dans un choix qui est il y a beaucoup de musées dans le monde qui limitent le nombre de visiteurs par jour. Il y a beaucoup, d'endroits où, les salles, on peut pas rentrer à 250 dans une salle et s'agglutiner. Ouais. Bah, juste nous, par pur business, par, on a probablement laissé trop, on s'enrichit et on n'investit pas. Alors, il y a Darrell Falcon qui nous écrit: «C'est pareil partout en Occident, comme le pont qui s'effondre en Italie», hein. On parle du pont de Gênes, cet accident Mmh. tragique. Alors celui-là, c'était le plus tragique, mais il y en a d'autres. Hem, Mel Gibson alors Mel Gibson, il écrit: «C'est pire le pire, c'est que les travaux en urgence coûtent plus cher que le coût d'un entretien régulier». C'est ce que je disais, c'est bien le problème. Donc en fait, on a la dette qui est différée parce que tout ça devra être payé un jour. Et il y en a plusieurs qui, comme, Libanais Isaac ou Christophe Lebras. Christophe Lebras écrit: «Georges, pas des crétins, des corrompus». Ah, on est d'accord, Christophe. Même Le s'il y a prix de aussi la des crétins. trahison. Il y a des vrais traîtres, il y a énormément de corruption, mais il y a aussi des crétins. En fait, franchement, vous n'imaginez pas. On a des vrais imbéciles, des gens qui croient vraiment à tout ce qu'ils disent. Mmh. Et évidemment, ils sont menés par des traîtres et des corrompus. D'ailleurs, Christophe Lebras Mais dit: oui, «Encore» Adrien, les cathédrales bientôt payantes, c'est madame Dati. ouais, C'est magnifique. «Encore 2 générations et les Français ne seront plus capables de rien produire. Pour ma part, j'ai fait un BEP en fraisage-tournage, je suis ce métier n'existe plus et la compétence va mourir». C'est le problème, c'est-à-dire qu'on ne Eh sait oui. il y a certains métiers, en fait, on est en train de perdre les compétences et je sais plus qui est, on a reçu un entrepreneur il y a pas longtemps et qui disait que son problème, c'est que quand on perdait une compétence, après et qu'on voulait reproduire un truc, bah, c'était pas aussi simple que ça parce que, bah, on sait plus le faire. Bah, je pense que Heu, Totalement par hasard, j'avais travaillé dessus, à l'époque quand je travaillais à Ubisoft, sur les usines du 19e siècle. C'était pour un jeu qui se passait au 19e siècle. Et ben, c'est dur de trouver des gens aujourd'hui qui comprennent les plans de fonctionnement des usines du 19e siècle. C'est pas que la technologie était plus avancée, c'est le contraire. Mais c'est des logiques de fonctionnement qui, bah, sont pas évidentes, et refaire s'est avéré beaucoup plus compliqué que ne l'ont cru, certains. Et ce que tu viens de dire, Pedro, nous permet de saluer Jean-Charles, Hourcade, qui nous regarde de temps en temps, le responsable industrie de République Souveraine, qui nous a expliqué cela de nombreuses fois. Il a été président d'Alternative X. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Charles Hourcade, donc président d'Alternative X, la deuxième plus grosse association de polytechniciens, donc il avait été polytechnicien. Il avait été vice-président à Thales, directeur général de Thomson et président de France Brevet. Donc, bon, quelqu'un qui a vaguement deux ou trois idées bien placées sur l'industrie. Et il me dit depuis des années maintenant, ça fait 10 ans qu'il me dit ça, et le temps passe. Et il me dit: «Georges, le temps passe». C'est-à-dire ma génération, des gens qui ont entre 60 et 70 ans, on a toute une série de compétences en téléphonie, en radar, qui n'est pas renouvelée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sera plus même, bon, si un jour on arrive à 80 ans, on sera plus apte à transmettre ce savoir qu'on avait d'avant. Et il m'a toujours dit: «Le problème n'est pas seulement la volonté politique, l'investissement, c'est un souci, il faut l'avoir pour relancer l'industrie. Il faut les gens». Il m'a dit: «Si toi, Georges, tu veux un jour relancer l'industrie de, je sais pas, heu, n'importe laquelle, de fabrication de chars, bah, c'est bien.
Mais à un moment donné, bah, tu vas te retrouver et c'est ce que disait Pedro tout à l'heure, concernant les États-Unis, et les, grands data centers. Où sont tes ingénieurs? Et puis après les ingénieurs, où sont les techniciens spécialisés? Et puis derrière, où sont les ouvriers qui ont ces compétences? Ah et ça se crée pas par la volonté politique ou en un claquement de doigts et c'est, on est très, très dangereusement dans la zone rouge déjà sur ces questions-là. Surtout qu'on a vendu, le rêve, de l'oisiveté, que, ce qu'il fallait, pour être réalisé, c'est, avoir l'argent, être youtubeur et être sur une piscine. C'est pas, travailler à souder dans une centrale. C'est pas de participer, alors effectivement, il y a encore le spatial qui fait rêver encore un peu, mais concrètement, les jeunes, ils ne voient plus l'industrie comme un moyen de s'épanouir et pourtant, moi, je trouve ça f pour ceux qui en sont déjà allés dans des hauts fourneaux, alors c'est du travail très dur. C'est fascinant, la mécanique, comment ça Mmh. marche, tous ces trucs-là, le métal en fusion, je veux dire, il y a une certaine poésie dans tout ça. Bon, je vois, le temps passer, très, très rapidement, Alors est-ce que tu avais un dernier sujet, Georges, ou pas? Parce non, que mais non, on est limité en temps là, vraiment, moi en tout cas. Donc juste, je note Christophe Folliot, que j'ai pas vu encore, qui intervient là et qui a un autre sujet encore, mais qui est lié à ça, bonjour, les processus de centralisation et de stock zéro sont catastrophiques dans certains secteurs. Et oui, ça dans la maintenance, stock zéro, c'est une horreur. Comme pour les masques, comme pour les médicaments, tout ça, c'est une catastrophe. Voilà, la France est devenue un parc d'attractions pour Jean-Pierre Leroux. Et ouais, mais on peut quand même, comme on en a parlé hier, tout à l'heure, pardon, avec François Coq, pour ceux qui veulent, on peut quand même tenter d'agir, encore. eh ben, Et moi, je vais justement, devoir décrocher. Je préviens juste, l'aimable assistance. ça va me permettre juste de dire un truc parce que justement j'ai vu, une annonce, attends, je vais la retrouver, juste aujourd'hui, c'est ça et c'est exactement ce que tu dis donc c'est par rapport à cette conclusion. C'est, c'est le Burkina Faso qui justement à cause du retrait, américain de l'OMS et le fait qu'eux, ils sont très dépendants, ils se sont dit: «Bon, c'est maintenant qu'on va faire, notre souveraineté, sanitaire parce que, on va se débrouiller» et ils se prennent en main et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant». J'ai comme la sensation que très vite les Américains vont revenir dans l'OMS parce que laisser l'indépendance de certains pays, je sais pas. Mais on en parlera peut-être. Exactement, on en parlera mieux et puis, c'est un vrai, vrai sujet. Bon, merci à tous, kenavo, au revoir, auf Wiedersehen, ciao, tschüss, goodbye. Parce qu'on a de Alors l'international. là, je te cancel, hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il y avait que kenavo, excusez-moi. Allez, il Hein. n'y a que les Bretons. Non, Heu, pas de baucherie. bonne journée à tous, et on revient, avec d'autres, émissions très, très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.